Alors, comme l'autre avant, j'ai eu un petit peu de mal à trouver une figure inspirante. D'abord parce que le focus sur une figure est toujours un peu réducteur. C'est encore un peu compliqué de saisir ce qui nous meut, mais aussi parce qu'il n'est pas toujours facile d'identifier les figures ayant pesé dans notre parcours. C'est un petit peu ce que pointait Julie ce matin. Alors, pour aujourd'hui, moi, je vais vous parler de John Dewey, qui est un philosophe bien connu que personnellement j'envisage dans mon parcours comme une figure inspirante. Alors, avant toute chose, Dewey, c'est un philosophe dont le nom est souvent mal prononcé en France. Il est parfois appelé Dewey ou Dewey, et c'est une erreur. Comme le sait toute personne s'étant intéressée à la phonétique anglaise de près ou de loin, ou bien connaissant la série télévisée Malcolm, et qui sait pertinemment que la prononciation correcte est Dewey, D-I-O-W-I, Dewey. Alors, ça, c'était pour le petit point culture populaire. Mais alors, qui est John Dewey? Alors, c'est une figure potentiellement inspirante pour celles et ceux qui en douteraient. Je vous rappelle qu'un colloque lui a été consacré à ce titre l'année dernière, sous le haut patronage de Rémi, mais aussi qu'il s'agit d'un des principaux représentants du courant américain, le pragmatisme. William James a défini ce courant non comme un dogme, mais comme une méthode, à partir de laquelle, je le cite, les théories deviennent des instruments et non des réponses à des énigmes sur lesquelles nous pouvons nous reposer. Le pragmatisme, continue la citation, est une attitude consistant à détourner le regard des choses premières, des principes, des catégories, des prétendues nécessités et à se tourner vers les choses dernières, les fruits, les conséquences, les faits. Toute idée peut alors prétendre, fin de citation, pardon, toute idée peut alors prétendre trouver une traduction fonctionnelle par le biais de l'expérience. C'est là le point de vue pragmatiste. Alors, ce point inclut par exemple les croyances ou les différents rapports que l'on entretient à ce que l'on tient pour vrai, car il s'agit de facteurs à même d'orienter et d'anticiper le déroulement de l'expérience. Les croyances, que je prends pour exemple, constituent ici un système de valeurs opérant dans la vie réelle. Et ça implique que les croyances font partie de la réalité dans la mesure où elles contribuent à donner une signification aux actes, au travers, par exemple, de sentiments suggérant la satisfaction ou l'accomplissement. Ces idées sont alors réelles d'un point de vue, et seulement de ce point de vue. Elles sont réelles au regard de leur implication fonctionnelle. Alors, par exemple, une figure inspirante, alors inspirante ou non, une figure peut être envisagée comme un signe, c'est-à-dire une représentation qui intègre un processus sémiotique. Autrement dit, la figure fait l'objet d'une interprétation qui la réfère à autre chose. Ainsi, la figure inspirante, prise dans une perspective pragmatique, serait la manière dont l'interprétation dont elle fait l'objet se traduit dans les activités et dans l'expérience de celle ou celui qui se la représente. Alors, pour en revenir plus précisément à Dewey, alors, il me semblait qu'il y aurait beaucoup d'étudiants aujourd'hui, donc j'avais pris le temps peut-être de repréciser, partant du principe qu'à la limite, peut-être que tout le monde ne sait pas qui est Dewey, mais bon, je vais quand même rappeler qu'il fait partie des philosophes de l'éducation qui, dans le courant du XXe siècle, ont œuvré, considéré, pensé et prendre appui sur l'expérience dans le processus éducatif, ceci contre une conception dite traditionnelle qui favorise principalement l'acquisition transmissive des connaissances. Alors, à cet égard, la contribution majeure de Dewey, tant à la philosophie qu'à la psychologie de l'éducation, a consisté à appliquer les principes du pragmatisme à la pédagogie. Il a pour cela notamment mis en avant que l'apprentissage s'inscrit dans l'agir du sujet, avec le fameux principe du learning by doing, donc dans cet agir et non dans un processus où le sujet serait passif. Il oppose alors les principes de l'éducation donc traditionnelle à ceux d'une éducation dite nouvelle, Dewey parle de progressive education, reposant sur l'idée, je le cite, qu'il existe une relation intime et nécessaire entre les processus de l'expérience et de l'éducation. Alors, dans mon parcours, j'ai rencontré Dewey à maintes reprises et je continue de le croiser. Je le considère donc à minima comme une aide aux différentes réflexions que j'ai pu mener, aussi bien dans le registre académique que dans la vraie vie. Je n'aurais pas dû le dire comme ça, mais bon, parce que c'est enregistré. Mais, bon. Mais en tout cas, je voudrais dire que Dewey m'est inspirant à au moins 3 titres.
Alors, en tant qu'acteur de l'éducation, en particulier lorsque, dans une autre vie, je me suis investi dans le domaine de l'éducation populaire et du travail social, en tant que chercheur, c'est une figure qui a largement hanté mes travaux jusqu'à présent. Je pense qu'il continuera à les hanter. En tant qu'enseignant, aujourd'hui, pour les raisons que j'évoquerai juste après. Alors, tout d'abord, j'ai croisé Dewey au début où j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation. Donc, c'était avant même d'engager des études en sciences de l'éducation, quand j'ai fréquenté les mouvements d'éducation nouvelle, qui notamment, les mouvements d'éducation nouvelle qui convoquent l'activité et l'expérience comme fondement du processus éducatif. À ce moment-là, on est à peu près au début des années 2000, alors que je suis en train de faire le tri dans le local d'une association avec laquelle je passais du temps, les CNEA, pour ne pas les nommer, je trouve dans une armoire, parmi des bouquins entreposés, un petit livre d'introduction à la pédagogie de John Dewey, dont je n'avais jamais entendu parler, un petit ouvrage que vous connaissez peut-être, qui a été rédigé par Gérard Leclerc. Alors, c'est à partir de cette découverte, tout à fait fortuite, certains ici parlent de sérendipité, qu'avant de connaître le philosophe, j'ai d'abord identifié le pédagogue, qui avançait l'idée selon laquelle l'éducation, je le cite, l'éducation est un processus de vie et non une préparation à la vie. Alors, ça n'a l'air de rien, parce que nous sommes beaucoup à connaître l'approche de Dewey en matière d'éducation. Il a notamment été membre fondateur de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle en 1921, avec, à Calais, avec Freinet, Montessori, Piaget, Mill et bien d'autres. Mais pour quelqu'un comme moi ou comme d'autres, n'ayant pas eu des rapports toujours excellents avec l'institution scolaire, pour une raison simple, c'est que cette institution ne me fournissait pas des motifs d'implication que j'estimais valables, l'approche de Dewey m'invitait à appréhender nouvellement la question éducative, à la fois l'éducation des autres, mais aussi mon propre parcours, et notamment au regard d'expériences vécues de manière plus heureuse, plus buissonnière, pour reprendre un qualificatif désormais courant dans nos réunions ou dans nos échanges, ou du moins plus signifiante, et d'associer à ces expériences un caractère constructif. À ce titre, Dewey m'a inspiré, mais il n'a pas été le seul. Hein. Je disais tout à l'heure que c'était un peu difficile de choisir, mais je pense notamment à Alexander Neal, qui a aussi compté en ce qui me concerne. Voilà, mais en tout cas, j'ai été inspiré pour construire une forme de considération nouvelle, du moins pour m'autoriser à considérer des aspects de mon parcours qui étaient a priori moins valorisables, mais pas moins formateurs. Alors, je disais que Dewey m'avait aussi inspiré comme chercheur. Alors, il est très mobilisé, vous le savez, en sciences de l'éducation et de la formation, souvent pour questionner les relations entre éducation et démocratie, pour convoquer la notion de learning by doing, pour proposer une approche singulière de l'art, pour examiner la formation des valeurs à partir notamment de sa théorie de l'évaluation. De mon côté, moi, je me suis principalement appuyé sur sa fameuse théorie de l'enquête. Alors, en quoi consiste cette enquête ? L'enquête constitue chez Dewey un processus fondateur de l'expérience, dont il distingue deux dimensions. L'une est de l'ordre de la continuité, on entend par là son caractère routinier, habituel, ce qui s'inscrit dans une logique de fonctionnement ordinaire, stabilisé, non perturbé. L'autre, donc par opposition à la continuité, l'autre est de nature discontinue. Ces situations qu'il appelle indéterminées constituent un ensemble pouvant se manifester sous différentes formes, désignant plusieurs types de perturbations venant éprouver le sujet dans certaines situations, le doute, la surprise, le manque, l'ignorance, l'embarras, la contradiction, etc. Ces manifestations donnent alors lieu à un questionnement, ces situations indéterminées suscitent le questionnement, elles donnent lieu à un processus de traitement et à l'élaboration de ressources pour l'activité présente et future. Donc voilà, ça c'est l'idée générale de l'enquête. Il y a donc enquête, pour dire oui, dès lors que le sujet ressent le désordre et agit de manière à établir une dynamique continue. Je le cite, l'enquête est la transformation contrôlée ou dirigée d'une situation indéterminée en une situation qui est si déterminée qu'elle convertit les éléments de la situation originelle en un tout unifié. L'enquête est alors le processus à travers lequel un sujet s'attache à maintenir des équilibres dans son existence, dans son quotidien. Et la connaissance n'est autre, pour Dewey, que l'aboutissement de l'enquête. L'enquête relève ainsi d'une caractérisation de l'activité humaine courante
et se situe au fondement de l'élaboration de l'expérience et de la connaissance. Alors, cette théorie de l'enquête, elle m'a inspiré, je l'ai largement mobilisée, notamment dans ma thèse, pour étudier le récit de professionnels revenant sur leur pratique, et en particulier ce qui résiste aussi bien dans le travail réel que dans ce que Yves Clos appelle le réel de l'activité. Alors, ceux qui se sont essayés à manier la théorie de l'enquête savent que ce n'est pas si simple. Une difficulté, notamment de cette théorie, est qu'elle renvoie aussi bien à l'activité ordinaire, comme je viens de l'expliquer, de tout sujet, voilà, mais qu'elle renvoie en même temps au processus de recherche. Dewey soutient à cet égard que l'idée selon laquelle les deux processus, ordinaire et de recherche, ne seraient pas finalement tellement différents. Cette difficulté, alors elle est concrète lorsqu'on s'intéresse à l'activité d'autrui et qu'on est parallèlement attentif à sa propre activité de chercheur. Quand par le biais de l'enquête, on s'efforce d'identifier ce qui est signifiant, il est parfois difficile de déterminer et de distinguer ce qui est signifiant du point de vue de l'acteur et ce qui est signifiant du point de vue de la recherche. Et manier la théorie de l'enquête peut donc entraîner parfois une certaine confusion entre le matériau étudié et sa classification. Et de ce fait-là, on peut s'en mêler les pinceaux. Alors, ça peut être une force aussi, cette théorie de l'enquête, si l'on revient aux figures inspirantes, puisque Dewey, que je compte parmi mes figures inspirantes, vous l'aurez compris, m'aide parallèlement à saisir, à tenter de saisir en tout cas, soyons modestes, ce que comprend le processus d'inspiration, que l'on peut d'abord prendre comme un processus expérientiel. C'est en tout cas l'hypothèse que nous avions suivie, Dany et moi, dans le texte à paraître dans l'ouvrage qui a été présenté tout à l'heure, coordonné par Rémi et Camille. Hypothèse selon laquelle c'est dans l'expérience qu'adviennent les sources d'inspiration du sujet, celles qui vont servir de repère au sujet dans sa conduite et ses pensées. À travers son expérience du monde, le sujet agissant peut ainsi rencontrer des choses signifiantes, faisant écho en lui au regard de ses intérêts et de ses intérêts du moment et de sa situation biographique, guider sa compréhension et ses actions, ce qui va inspirer son activité à venir, éventuellement produire des effets de sens. Toutefois, le questionnement à travers les figures inspirantes présente une difficulté analogue à celle que j'ai pointée au sujet de l'enquête, et d'ailleurs on en discutait ce matin avec Rémi. Alors qu'on s'intéresse aux figures qui nous inspirent, il est parfois délicat de démêler ce qui relève de notre cheminement expérientiel, de ce qui serait constitutif du processus inspirant, bien qu'on puisse s'accorder sur le fait que les deux sont consubstantiels. Alors j'en viens, et je terminerai là-dessus, j'en viens à la manière dont Dewey m'inspire en tant qu'enseignant aujourd'hui. Et si j'avais un seul objectif pédagogique vis-à-vis de nos étudiants, ce serait peut-être celui de cultiver chez eux une posture d'enquêteur au sens deweyien. À cet égard, alors, je terminerai là-dessus, ce sera un peu conclusif, mais à cet égard, je m'interroge toujours à propos des auteurs et des concepts associés que nous donnons à travailler à nos étudiants, et me retrouve toujours face à une difficulté, celle des étudiants qui mobilisent ces auteurs, alors peut-être qui les intéressent, mais qui intéressent aussi l'enseignant, et qui cherchent, les étudiants, qui cherchent de manière assez instinctive, et on peut le comprendre, à produire des travaux universitaires en conformité quelque part avec ces auteurs ou avec ces concepts, avec pour effet que ces derniers précèdent la réflexion des étudiants. Et au lieu de constituer des outils, des ressources, des balises au service de leur pensée, ils sont souvent pris comme une recette à appliquer. Et ici, la figure inspirante que constitue l'auteur de référence prendrait progressivement la forme d'une doxa, d'une pensée surplombante, pour reprendre l'expression de Xavier de ce matin. Et cette recette s'imposerait et empêcherait, ou en tout cas freinerait fortement le surgissement de nouvelles inspirations, de nouvelles figures inspirantes. Et là, le processus d'enquête proposé par Dewey en serait alors empêché. Voilà, je voulais terminer là-dessus, peut-être plus sur cet élément qui est de l'ordre de la réflexion actuelle par rapport à l'activité d'enseignement. Voilà, je vous remercie.